Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 2 de Aldric et vous. Avant de commencer l'épisode, vraiment d'abord un super merci pour les retours super positifs que vous avez laissés, les nombreuses questions que j'ai reçues en commentaire sur YouTube, que Chris a reçues et que j'ai reçues sur ma page Instagram perso. On commence tout de suite. Le concept, je vous le rappelle très rapidement, des questions, j'en ai sélectionné plusieurs, des questions d'actualité, des questions sur la carrière de Méga et des questions un petit peu plus personnelles, une seule que je vous donnerai à la fin. Première question, Jérôme le Suisse, Virgile et Axel combattent l'un après l'autre sur Ares 18. Est-ce que ça te pose des soucis? Est-ce que c'est perturbant pour le coaching? C'est une bonne question, Jérôme, mais je vais te répondre directement non, mais je vais t'expliquer pourquoi. Ils l'ont déjà fait sur un des RS précédents. Quand ils combattent très souvent, dans 90% de leurs combats, ils sont ensemble. Je crois que le seul combat où Virgile n'est pas venu, c'était le combat d'Axel en Corée, quand il combattait pour le Bref Coréa. Mais sinon, ils ont toujours été ensemble, ils ont l'habitude de se préparer ensemble, ils ont l'habitude d'être ensemble pendant la Fight Week. Donc tout ça est finalement très complémentaire. Et en plus, ça nous a permis de faire le camp d'entraînement ensemble. Donc ça aurait été vachement difficile pour l'un ou pour l'autre de combattre un mois après ou un mois avant. Donc je pense que non, en termes de préparation, c'était idéal. Et concernant le coaching, je suis pas tout seul. Le Boxing Squad d'aujourd'hui, c'est un staff important avec des gens comme Jérôme Vollerin, Jean-Marc Toesca, Samuel Monin. Donc je peux déléguer pas mal de choses. Donc c'est pas du tout un problème que je sois en train de coacher Axel d'abord et Virgile ensuite parce ils seront entre de bonnes mains. Question de Kalim qui me dit, deux questions même d'ailleurs, plan d'après-carrière de Manon. Bon, bah, c'est quelque chose de loin, hein, puisque Manon elle a beaucoup d'objectifs dans sa carrière actuelle, mais quand même, elle aime beaucoup l'ultra trail et c'est la course à pied, c'est quelque chose qu'elle affectionne beaucoup. Donc, il n'est pas impossible de la revoir dans des compétitions d'ultra trail à la fin de sa carrière de combattante MMA. La deuxième question de Kalim, c'est comptes-tu faire des compètes en master en jiu-jitsu brésilien? Non, mais ça ne veut pas dire que je ferme la porte à faire des super fights en grappling ou même des compétitions en grappling. Par contre, je considère qu'avec la condition physique que j'ai, la chance que j'ai de pouvoir m'entraîner avec mes gars encore aujourd'hui, si je devais faire une compétition en grappling ou un super fight, j'exigerais que ce soit contre un compétiteur et en adulte et pas en master. Pas que je dénigre le niveau master, mais je pense que le temps que j'apporte à mon entraînement grâce à mon travail fait que ce serait plus légitime pour moi de combattre en adulte et sûrement plus difficile. Donc ce serait mon choix. Question de Sig Mathias. Il y en a trois aussi, les questions, on les a sélectionnées, elles étaient intéressantes. Alors, pourquoi s'être mis à coacher? En fait, j'ai envie de te dire, je l'ai toujours fait quasiment. C'est-à-dire que je te parle d'une époque où on a commencé à s'entraîner en MMA et en fait, il n'y avait pas de head coach, il n'y avait pas de structure, il n'y avait même pas de club de MMA. Donc, je m'entraînais avec Jean-Robert Monnier, qui fait toujours partie de l'équipe et qui s'occupe particulièrement de Manon et qui est coach de lutte de Manon. Christophe Midou, qui était revenu du Canada. Et en fait, il n'y avait pas de head coach. On avait l'habitude de s'entraîner ensemble et de s'entraider en général pour tout. Et quand j'ai commencé à monter ma structure, c'était ça en fait le principe. J'étais pas vraiment la première génération de combattants du Boxing Squad. J'étais pas vraiment leur coach en fait. Je m'entraînais avec eux tous les jours. Je les coachais bien sûr. J'étais en bas de la cage, mais ils apprenaient plus en se parant avec moi, en grapplant avec moi, en luttant avec moi qu'avec tel ou tel conseil ou telle programmation que j'aurais pu faire de leur entraînement. Ça a beaucoup changé le boxing squad. J'aime bien comparer ça à entraîneur-joueur. Tu sais, au football, ça existe. Tu as des mecs qui signent, ils sont en fin de carrière et ils sont toujours sur le terrain parce qu'ils ont les qualités athlétiques et techniques pour aider leur équipe, mais ils entraînent en même temps. Ben, la première génération des Jérôme Bollerin, justement, des Miguel Haro, Eddy Missouri, Sofiane Boukichou, Thibaut Colloy. C'est plus des mecs en fait qui ont appris avec moi en s'entraînant, en se parant, en luttant, en grapplant, que des gars à qui j'ai fait de la programmation
ou tel ou tel camp d'entraînement que j'aurais dirigé. C'était pas comme ça que je faisais à cette époque. Et en fait, la transition, elle s'est faite en 2018, 2017-2018. C'est un peu Manon qui me l'a fait faire en fait la transition. Je me suis rendu compte que pour faire vraiment travailler sur les réglages et être précis dans ce que je devais faire, je devais arrêter de rouler pendant l'entraînement ou avec mes gars. Il fallait que j'arrête de participer à l'entraînement, même si ça m'arrive encore de faire des choses avec mes gars, mais des drills, du travail technique ou du technico-tactique dirigé. Mais ouais, c'est un peu dans cette période que je me suis dit qu'il fallait que j'arrête de participer à l'entraînement et qu'il fallait que je l'encadre, courant 2018. Ta deuxième question est qu'est-ce que m'a apporté l'IMAF entre guillemets, est-ce que ça m'a fait découvrir Axel Sola? Donc je vais te répondre pour Axel en premier. Non, c'est pas ça qui m'a fait découvrir Axel, c'est son oncle Daniel qui fait partie du staff du boxing et qui sera d'ailleurs dans le coin d'Axel et Virgile avec moi lors du Ares du 15 décembre. Daniel qui m'a amené Axel quand il avait 14 ans. Et c'est comme ça que je l'ai découvert. En fait, il a participé à ses premiers championnats du monde IMAF alors que le junior n'existait pas, la catégorie junior n'existait pas. Il était junior. Et effectivement, il a perdu en finale des IMAF quand Manon était championne du monde à Bahreïn en 2017. Donc, euh, donc ça, c'était pour Axel. Et qu'est-ce que ça m'a apporté en tant que coach d'être entraîneur de l'équipe de France? Je recontextualise un petit peu. Il n'y a pas de MMA League, il n'y a pas de fédération à l'époque. Et du coup, bah, il fallait faire des rassemblements en fait. Donc tu avais un boulot quasiment de sélectionneur. Avant de penser à coacher les gars, de construire l'équipe, on faisait des rassemblements où un peu, j'ai envie de te comparer ça au casting du TUF, du The Ultimate Fighter aux États-Unis en fait, quand voilà, tu essayais de voir via du shadow, du grappling, de la lutte, des sparring, qui pouvait être susceptible de tirer son épingle du jeu lors de ces IMAF. C'était, je pense, vachement plus compliqué comme exercice que la MMA League parce que c'est carré. Les mecs se battent, ils font 5, 10, 15 combats dans l'année. Et puis c'est le champion de France qui part. Je trouve ça très très bien. Et je parle pas trop des IMAF et des questions super intéressantes parce que on va faire un épisode avec Johnny Frachet où on va pouvoir développer un petit peu plus ça. Donc je ne parle pas trop des IMAF qui sont un sujet d'actualité. Ils sont terminés depuis une semaine. Sachez qu'il y aura un épisode spécial avec Johnny où on développera plus en détail et la performance des Français et le système fédéral qu'ils ont mis en place avec Lionel Brézéfin. Mais pour revenir à cette période des IMAF, voilà, il y avait 3-4 rassemblements dans l'année où il fallait sélectionner des jeunes susceptibles de participer à ces IMAF. Et derrière ça, on faisait des rassemblements. Une fois qu'on avait une équipe à peu près viable, on faisait des rassemblements pour entraîner les gars et pour leur donner une ligne directrice pour les championnats d'Europe et les championnats du monde. Et c'est vraiment une époque hyper intéressante et sur laquelle j'ai d'excellents souvenirs puisqu'il y a quand même beaucoup de fighters qui sont aujourd'hui en professionnel et qui datent de cette génération. Bien sûr Axel Sola, bien sûr Virgil Hogan, ça on n'en parle même pas, mais Title Shy, Azael Adjouj, Paulin Béguet et beaucoup d'autres combattants euh, que j'ai eu pendant cette période. Donc, c'était très intéressant pour moi de le faire. Et je ne ferme pas la porte à le refaire un jour. Mais pour le moment, mon activité de head coach au sein du Boxing Squad me prend trop de temps. Et je ne pourrais pas m'absenter comme ça sur des semaines complètes parce qu'il y a toujours un de mes athlètes qui prépare une échéance. J'espère avoir répondu à toutes ces questions de la façon la plus complète possible. Et je m'arrête à la dernière, qui était une question un peu plus fun, qui me parlait de sneakers. Oui, je collectionne éperdument les sneakers, j'aime beaucoup ça. Et quelle est ma paire la plus rare? C'était la dernière question de Mathias. On va mettre l'illustration de la paire pendant cette vidéo quand on fera le montage avec Chris. Mais pour te donner le nom, c'est une SB Dunk Low Travis Scott qui a une belle histoire parce qu'elle m'a été carrément offerte par mes gars l'année dernière. Donc c'est une paire qui me tient à cœur et d'un point de vue affectif et d'un point de vue
valeur parce que c'est une très belle paire qui me plaît énormément et que je suis toujours ravi de porter. J'espère que cet épisode vous a plu. Commencez déjà à penser aux questions du troisième épisode. On essaiera de le faire d'ici une semaine, 10 jours. Et je vous dis à très vite. Ciao!